J'y vais. On est parti. Jessica Serra, bonjour. Bonjour Yolène. Alors, vous êtes éthologue, vous avez animé La vie secrète des chats sur TF1, donc il y en a beaucoup qui vous connaissent, même si vous êtes masqué, qui vont vous reconnaître. Vous avez écrit d'ailleurs Dans la tête d'un chat chez Human Science. D'ailleurs, vous dirigez une collection chez Human Science où vous avez écrit La bête en nous, qui va être notre sujet. Et puis là, vous venez juste de sortir, plus pour les enfants, mais enfin pour les parents aussi, le grand livre de l'intelligence animale où vous reprenez plein de découvertes qu'on a fait récemment. Alors, La bête en nous, qui est donc notre sujet ce matin, vous voyez en fait le nombre de points communs que nous avons avec les animaux et finalement qu'il ne faut pas avoir honte, je dirais quelque part, d'être un animal. Donc, avant de démarrer sur des exemples bien précis, j'aimerais bien que vous nous parliez de la définition du monde, parce qu'en fait, une des choses que je trouve très intéressante dans votre livre, c'est que vous dites que, en fait, il n'y a pas de monde. Chacun a son propre monde. Oui, c'est exactement ça, hein. C'est l'objet de mon premier chapitre. En fait, chaque animal a sa propre perception du monde. C'est pas moi qui ai inventé ce concept, hein. Ça revient à un célèbre scientifique et philosophe qui s'appelle Jacob von Uexküll, qui le premier a parlé de cette perception du monde qui est relative en fonction de l'espèce animale qu'on considère, à savoir que effectivement chaque espèce se construit sa représentation de la réalité à l'aide de ses propres sens. Et c'est d'ailleurs le nom que j'ai donné à ma collection chez Human Science, qui s'appelle Monde Animaux, en hommage aux travaux de Jacob von Uexküll. Et cette perception du monde-là, il se pourrait bien parfois qu'elle soit plus fidèle à la réalité que la perception du monde que nous-mêmes nous nous en faisons. Parce qu'évidemment, nous percevons le monde à l'aide de nos yeux, de notre ouïe, notre olfaction, etc. Donc nous construisons une représentation mentale du monde, mais probablement n'est-elle pas la plus fidèle. Il y a des espèces qui nous surpassent en termes de sensorialité. Oui, je ne sais pas si on en parlera, mais par exemple, je pensais aux chauves-souris. Je pense qu'une chauve-souris, elle n'a pas du tout la même façon de voir le monde que nous, et son monde est loin d'être irréaliste. En fait, il est presque plus réaliste que le nôtre. Oui, c'est exactement ça. On retrouve des espèces qui sont capables, par exemple, de voir dans l'obscurité ou qui vont effectivement utiliser les colocations pour se repérer dans l'espace. Et donc, effectivement, le monde qu'elles voient n'est pas le même monde que nous représentons. Et ça relativise grandement notre place dans l'univers aussi, parce que dans cette vision-là, l'animal est un sujet, n'est plus un objet. Et donc, on est dans une lecture qui est beaucoup plus horizontale du vivant que cette relation verticale que nous avons créée de rupture entre l'homme et l'animal. Oui, alors justement, vous dites qu'en fait, avant, on avait une relation très verticale, c'est ça, et que maintenant, on commence, ou il faudrait qu'on ait une relation plus horizontale? Alors disons qu'à l'époque préhistorique, on était déjà sur une relation horizontale, qu'elle est devenue verticale, on va dire à peu près à la période de la Grèce antique, avec un changement majeur dans le système de croyances qui s'est instauré et qui finalement a perduré via les monothéismes, pour arriver aujourd'hui à effectivement une relation qui est purement verticale, mais à une prise de conscience finalement du non-sens scientifique de cette relation verticale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend conscience que l'animal est sensible, que l'animal est intelligent à sa manière et qu'il mène son existence propre, qu'il n'a pas besoin forcément de l'homme pour vivre, à l'exception des animaux domestiques. Quand vous parlez de la relation verticale, pour nos amis qui nous écoutent, on est bien d'accord que c'est une relation dirigée par l'homme, plutôt l'homme blanc d'ailleurs, après femmes, etc. Et puis on termine par les animaux et tout en bas les plantes. C'est plutôt ça, c'est ça? C'est ça, c'est quelque chose qui s'est installé dès la Grèce antique finalement, où Aristote disait déjà que la nature et les animaux ont été créés pour l'homme. Donc là, on est dans une vision très utilitariste finalement du monde qui nous entoure et des animaux. Et cette vision-là va s'inscrire durablement dans le monde occidental essentiellement, dans d'autres cultures évidemment, mais il y a aussi des cultures qui sont très respectueuses de l'animal et qui finalement non seulement ne vont pas en consommer, mais vont être très respectueux de toute forme de vie animale. Donc toutes les cultures existent et elles sont en fonction des croyances et finalement de la manière dont on a été éduqué et conditionné. Alors justement, quand on voit cette conception très humaine des choses, on arrive peut-être à... Quelle est la différence entre les animaux et nous? Et est-ce que ce n'est pas justement une des différences les plus importantes? C'est cette façon qu'on a de toujours rendre les choses un peu abstraites, d'inventer des concepts, etc.
Alors effectivement, le fait de maîtriser des concepts, Sapiens le fait plus que toute autre espèce animale, c'est-à-dire qu'on est capable de faire voyager nos pensées dans le domaine de la fiction. Néanmoins, on s'interroge de plus en plus sur l'existence de l'imaginaire chez les animaux et sur cette maîtrise des concepts. Ce qu'on a montré, c'est que des animaux aussi différents que le fameux Alex, le perroquet, qui était le perroquet d'Irene Pepperberg, donc l'éthologue, hein, qui a été rendu célèbre par les prouesses de son perroquet, eh bien, il était capable de maîtriser des concepts aussi variés que différents d'eux, plus grands qu'eux. Donc finalement, si on définit l'abstraction comme la capacité à maîtriser des concepts, on peut parler d'abstraction chez les animaux. Maintenant, je pense que ce qui a été véritablement disruptif chez Sapiens, c'est sa capacité à transporter ses pensées dans le domaine réellement de la fiction. Et ça, j'en discute beaucoup dans mon ouvrage « Donc la bête en nous », où finalement, je pense qu'à partir du moment où nous avons conscientisé à l'extrême la mort, où ça nous est devenu absolument abominable et inconcevable de voir cette mort-là, il a fallu que nous trouvions une explication, un pourquoi. Il a fallu expliquer finalement et chercher une intentionnalité derrière tout ça. Et à ce moment-là, nous avons inventé un autre monde, un monde mystique, et c'est cette apparition de la croyance mystique qui, je pense, a ouvert la porte des possibles chez Sapiens et a permis de transporter réellement nos pensées beaucoup plus loin dans le domaine de l'imaginaire, beaucoup plus loin en fait dans le domaine de la fiction. Oui, mais c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle. Tous les animaux craignent la mort, mais on a l'impression que les animaux, les autres, l'acceptent parce qu'elle fait partie de la vie. Et on est sans doute les seuls d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien certains milliardaires qui mettent un argent fou pour essayer de devenir immortels, ce qui a un côté un peu risible en même temps et assez dramatique. Est-ce que tout ça vient pas d'une de nos caractéristiques, ça serait l'ego? Parce qu'en fait, finalement, c'est quoi, moi, aussi formidable que je suis, je vais mourir? Non, c'est pas acceptable, ça. Alors, je pense que c'est pas acceptable pour Sapiens. C'est pas forcément que sur ce facteur-là. Je pense aussi qu'il y a la maîtrise du concept d'irréversibilité. Ça, j'en discute dans mon tout premier ouvrage qui s'appelle « Dans la tête d'un chat », où, par exemple, on sait que l'animal est capable de souffrir lorsqu'il va perdre un congénère, mais est-ce qu'il comprend que ce congénère ne va jamais revenir à la vie? Est-ce qu'il comprend finalement qu'il est parti pour toujours? Il y a cette célèbre histoire du chien, vous savez, qui avait attendu sur le quai son maître qui était déjà décédé, malheureusement. Il a attendu pendant plus de 10 ans le retour de son maître, ce qui penche en faveur en tout cas chez le chien, d'une absence de concept d'irréversibilité. Et à ce moment-là, effectivement, la peur de la mort, elle est là, mais elle est moins omniprésente parce que finalement, on ne conscientise pas que ça sera fini pour toujours, probablement. Mais on en a peur pour autant, on en a toujours peur. Donc après, effectivement, Sapiens a cette conscientisation à l'extrême qui l'a poussé justement à créer ses croyances mystiques, etc., et qui a ouvert le champ des possibles et qui lui a permis de sophistiquer tous ces outils, toute sa technologie. Pour autant, effectivement, on est loin encore d'avoir retrouvé une solution contre la mort, mais quand on regarde un peu notre parcours, on a quand même considérablement augmenté notre longévité. Oui, donc on a quand même une espèce de pouvoir là-dessus grâce à nos inventions. Alors, dans les différences entre l'humain, l'animal humain et les autres, on parle souvent de la solidarité. J'entends beaucoup de gens qui disent oui, l'humain a réussi à ce qu'il a fait qui est extraordinaire grâce à sa solidarité, à cette façon de vivre en groupe. Pourtant, il y a quand même pas mal d'animaux qui ont aussi de la solidarité entre eux, on commence à le découvrir. Est-ce que c'est une spécificité humaine, ça ? Alors, l'empathie, le fait d'être solidaire, c'est d'abord d'être empathique, c'est-à-dire d'avoir la capacité de ressentir les émotions d'autrui. Et finalement, on se met à la place de l'autre, donc on va manifester des comportements altruistes envers les autres. Ce qui est spécifique chez l'humain, c'est qu'on est capable de présenter ces comportements altruistes, même quand on ne connaît pas la personne qu'on a en face de soi. Je parle par exemple du don du sang. Quand vous donnez votre sang, vous ne savez pas à qui votre sang va finalement profiter. Pour autant, vous le faites. Donc, vous faites là un comportement altruiste, finalement, qui n'est pas dirigé envers une personne en particulier, là où l'animal, lorsqu'il va manifester des comportements altruistes, parce qu'il en existe énormément chez l'animal, ça va être des comportements dirigés directement vers le congénère. Pourquoi cette différence? Parce que l'homme a créé justement des concepts
beaucoup plus, j'allais dire, d'une manière beaucoup plus élaborée que l'animal. Et dans ce concept-là, il y a ce concept de justice, de morale, d'équité, finalement de normes morales. Et finalement, on sait où part notre sang. Donc, on est capable de conceptualiser ça. Pour autant, pour revenir à la question initiale, la solidarité, l'altruisme, l'empathie existent chez les animaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en discute de plus en plus. Quand on voit l'évolution, on parle souvent de sélection naturelle, donc on a cette idée de compétition intense. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une des autres forces motrices de l'évolution, c'est l'empathie, ce sont les comportements altruistes, c'est la coopération. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui finalement est omniprésent aussi dans le règne animal. Darwin l'avait dit d'ailleurs, ça, on n'a pas voulu le comprendre, mais il a dit qu'il y avait la loi de la jungle, mais il y avait aussi la loi de la solidarité. Sans solidarité, finalement, on ne peut pas avoir de vie. C'est ça, c'est-à-dire quand vous voyez un groupe d'individus, s'ils ne sont pas solidaires entre eux contre les prédateurs, très clairement, tous vont se faire dévorer. Donc finalement, l'altruisme est une base aussi de survie. Alors, un des autres domaines, champ de recherche absolument passionnant, et là aussi sur nos points communs et surtout nos différences avec les animaux, c'est le langage. Ça, c'est quand même, parce que c'est notre truc, le langage, on est plutôt très fort, on a de nombreuses langues, on a plein de dictionnaires. Enfin, et en fait, on se rend compte que les animaux, eux aussi, ont une forme de langage, même si certains ne l'appellent pas comme ça, on appelle ça communication. Là aussi, c'est passionnant comme champ de recherche. C'est absolument passionnant. Effectivement, c'est bien de souligner que parfois, même les éthologues les premiers, on aime garder des termes spécifiques aux animaux et d'autres spécifiques à l'homme. Pour autant, moi, j'ai pris le parti dans mon ouvrage de parler de véritable langage non humain. Parce que ce qu'on observe, c'est que, bon, déjà, on a des similitudes entre nos propres langages et les langages animaux. On va retrouver chez certains animaux qui vont privilégier la communication vocale certaines similitudes, comme par exemple l'existence d'une signature acoustique individuelle. Vous savez, quand, par exemple, les agneaux sont capables de reconnaître les bêlements... Les agneaux, oui. Sont capables de reconnaître les bêlements de leur mère dès 48 heures de vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la signature acoustique individuelle, c'est-à-dire que chaque animal a sa propre signature qui s'apparente à nos prénoms. Ce qui montre d'ailleurs que chaque animal a sa personnalité, ce qui ça aussi est assez nouveau quand même. À sa personnalité, à ses propres odeurs, à sa propre voix, en fait, qui permet justement aux autres animaux de les reconnaître entre eux. Ensuite, l'existence d'un vocabulaire. Là encore, les sons ne sont pas émis de manière purement aléatoire, ils ont un sens pour les autres congénères, et ça a été démontré scientifiquement, donc c'est pas des chants comme ça qu'on entend qui seraient émis un peu de manière conditionnée et automatique. Il y a vraiment un sens pour les autres animaux. Et puis la troisième chose, c'est que ce qu'on pensait être vraiment spécifique à l'homme relève du registre de la syntaxe. Vous savez que le fait de faire des phrases, donc d'associer des mots qui ensemble vont donner un autre sens à la phrase plutôt que les mots pris séparément, eh bien cette syntaxe, en tout cas ce qui s'en apparente, a été même mise en évidence chez des singes, les singes modes de Campbell, où une équipe de chercheurs français a mis en évidence effectivement que suivant la manière dont ils agençaient les sons, eh bien ils signifiaient prédateur en approche qui vient du sel ou prédateur en approche qui vient du sol. Donc on est là sur une construction. Alors évidemment, on est sur des modèles un peu simplifiés de nos propre forme de langage, parce qu'encore une fois, Sapiens a poussé à l'extrême, a développé à l'extrême et a beaucoup complexifié son langage au cours du temps. Mais pour autant, ça n'enlève rien aussi au fait que les animaux ont leur propre langage. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de langages vocaux, de langages qui font appel au son. Mais on oublie qu'il existe tout un autre langage, qui est par exemple le langage olfactif, qui va faire intervenir là un monde d'odeurs. On le sait quand on est propriétaire de chiens. Eh bien, notre chien, à chaque fois qu'on le promène dans la rue, il rentre dans des constellations d'odeurs qui ont une signification pour lui, qui le renseigne sur quel animal est passé avant, qui le renseigne sur l'état physiologique de ce chien, de cette chienne, est-ce qu'elle est en chaleur ou pas, sur son sexe, est-ce que c'est un mâle ou une femelle. Donc on est loin, loin, loin encore en tant qu'éthologue à avoir décrypté l'ensemble de ces langages, mais on commence à en avoir un petit aperçu. Alors, j'irais même, il y a même d'autres langages qu'on découvre d'une manière incroyable. Je pense par exemple au langage des vibrations.
Là, je pense aux baleines ou aux éléphants où les vibrations veulent dire des choses. Alors pour nous, les vibrations, c'est juste un truc qui est comptable, quoi. Ça, par exemple, c'est passionnant, le langage. C'est passionnant. Il y a le langage des vibrations. On n'en a pas parlé aussi, mais il y a le langage corporel, la manière dont les animaux vont utiliser leur propre corps pour signifier quelque chose à l'autre individu, notamment les oiseaux dans certaines parades nuptiales qui vont faire de véritables danses, ce qui s'apparête à des danses. Les mâles vont danser pour plaire aux femelles ou vont même construire des nids pour plaire aux femelles. Donc on a toute forme de langage et aussi différente finalement que les sensorialités ne le sont chez les animaux. Je pense même aussi au langage électrique qu'on commence à découvrir, notamment chez les poissons, qui ils n'ont pas de chance, comme ils ont des yeux un peu globuleux, tout le monde pense qu'ils sont idiots, alors qu'en fait, on découvre des choses hallucinantes sur les poissons. Et là, pareil, c'est incroyable, le langage électrique, finalement, cette façon qu'ils ont de produire de l'électricité. Oui, alors ça nous fascine d'autant plus qu'on n'est pas capable de le faire et que c'est une sensorialité, effectivement, qu'on n'a pas. Donc, on rentre là dans des mondes qui sont tellement différents des nôtres qu'on a du mal à se le représenter. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on se représente, encore une fois, le monde à l'aide de nos propres sens, et que tout ce qui fait intervenir une sensorialité qu'on n'a pas ou qu'on maîtrise très peu est très difficile à imaginer, très difficile de se construire une idée de ce langage, de ce type de langage-là. Comme tout ce qui est infrason, ultrason, là aussi, on rentre dans un domaine, on parlait des chauves-souris tout à l'heure. En fait, beaucoup d'animaux ont ces pouvoirs-là, beaucoup plus qu'on pensait. J'en parlais dans mon premier ouvrage, Dans la tête d'un chat. Par exemple, quand vous avez des souris dans votre grenier, vous vous êtes vite agacé parce que de temps en temps, vous entendez des petits grignotages, des choses comme ça, mais il faut bien s'imaginer que votre chat, lui, il entend de véritables symphonies d'ultrasons, parce qu'on sait aujourd'hui que les souris communiquent énormément à l'aide d'ultrasons notamment. La mère et ses petits, par exemple, communiquent beaucoup à l'aide des espèces de gazouilles. Les petits vont émettre des espèces de gazouillis, de souriceaux, et la mère va discuter avec eux avec des ultrasons. Il y a aussi de véritables chants nuptiaux qui existent entre les souris mâles et les souris femelles. Donc cette communication par ultrasons, elle est extrêmement riche. Et il y a des animaux, en l'occurrence les prédateurs souvent, qui sont capables d'entendre dans cette gamme de sons et qui du coup rentrent encore une fois dans un monde de sons qui nous est totalement inaudible. Et alors, là où c'est vertigineux finalement la recherche sur le langage, c'est qu'à partir du langage, il y a une culture. Là aussi, pour nous, c'est une révolution de penser que les animaux ont une culture. Mais Darwin l'avait déjà un petit peu dit quand il parlait des pinsons qui n'avaient pas le même accent en fonction de l'endroit d'où ils chantaient. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on retrouve dans l'œuvre de Darwin toutes les grandes idées phares d'aujourd'hui, mais qui parfois sont tombées dans l'oubli, parfois n'ont pas été investiguées suffisamment. Mais c'était trop dur à l'époque d'entendre ça. C'était trop dur. Et je discute beaucoup de ça, d'ailleurs, de son premier ouvrage, où bon, déjà c'était très compliqué d'imaginer cette filiation entre l'homme et l'animal, à cette époque-là, d'autant plus. Maintenant, par exemple, on accepte beaucoup plus volontiers notre filiation avec les animaux. On accepte aussi l'idée qu'ils puissent être intelligents. Mais il y a une dernière chose que finalement on accepte beaucoup moins, c'est le registre des émotions. J'y ai consacré tout un chapitre. On va en parler d'ailleurs, voilà, parce que ça, c'est très important. Ouais. Qui s'appelle « Nos émotions sont bestiales », comme si finalement, il ne resterait qu'à l'homme, en termes de spécificité, que son âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est un mélange de souvenirs et d'émotions. Donc, on essaie finalement toujours, même de manière inconsciente, et même quand on aime les animaux, de s'élever un peu par rapport au reste du vivant, en se disant « Non, mais moi, j'ai quelque chose un peu différent, et mon âme, c'est ce mélange d'émotions, etc. » Et donc Darwin avait rédigé un ouvrage sur les émotions qui lui aussi est très peu connu, comme si finalement on acceptait une certaine part de son travail, mais pas l'ensemble de son ouvrage. Alors justement, puisqu'on parle d'émotions, on va commencer par une des plus belles, c'est l'amour. Là aussi, jusque-là, les animaux, ils se reproduisaient, mais il n'y avait pas d'amour. Et à part quelques propriétaires de chiens qui se rendaient bien compte que leur chat était tombé amoureux du chien de la voisine, mais bon, à part quelques histoires comme ça. Et en fait, là aussi, on découvre des choses incroyable sur l'amour chez les animaux. Oui, alors typiquement, on en revient à l'utilisation des mots qu'on utilise de manière scientifique ou pas. Et jusqu'à il y a peu, même encore maintenant, les éthologues préfèrent parler d'attachement chez les animaux, comme si, là encore, le terme amour devait être réservé à Sapiens, comme si la noblesse de nos sentiments était finalement plus importante que celle des animaux. Oui, parce que c'est moche, attachement, ça fait colle. Ça fait pas rêver, alors qu'amour... Amour, oui. L'amour fait rêver, l'amour nous transporte.
Effectivement, je discute beaucoup de ça parce que moi, j'ai utilisé ce terme amour parce que je suis convaincue que les animaux sont capables d'aimer au même titre que nous, que l'amour donc n'est pas l'apanage des sapiens. Et d'ailleurs, ce qu'on a montré, c'est que ces processus d'attachement se jouent avec des notes moléculaires universelles, c'est-à-dire avec les mêmes notes avec lesquelles notre amour se joue et avec des structures cérébrales qui sont très similaires, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans le cerveau, dans nos cerveaux d'êtres humains, les structures cérébrales qui sont impliquées dans le traitement des émotions, finalement, on peut évoluer au cours du temps. Donc la manière dont nous ressentons les émotions est probablement très similaire à celle dont la manière les animaux ressentent aussi les émotions. Alors racontez-nous quelques histoires de Roméo et Juliette, et notamment je pense au poisson zèbre dont vous parlez. Alors ça, moi ça m'a tellement touchée. C'est des travaux qui ont été réalisés par une équipe française qui est conduite par François-Xavier de Chaume, qui sont absolument fabuleux. Donc c'est un petit poisson monogame qui choisit un partenaire amoureux et qui va s'accoupler avec ce partenaire et élever ensemble leurs petits. Alors c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ça chez le poisson. Pourquoi ? Parce qu'on est pétri souvent de croyances et on fait des différenciations dans le règne animal entre les animaux qui nous ressemblent. Finalement, on serait plus enclin à leur attribuer de l'intelligence et des émotions, tandis que ceux qui sont très différents de nous, ou qui vivent dans un milieu différent, ou qui sont miniaturisés, je pense aux insectes, eh bien, on leur accorde très peu à ces animaux-là. Et pour autant, les recherches sur les poissons sont absolument phénoménales et montrent que les poissons aussi ressentent des émotions. Et ce poisson cyclidé zèbre, là, on est l'ultime preuve, c'est-à-dire que les chercheurs ont enlevé le partenaire amoureux, alors pendant un certain temps, je vous rassure, au mâle, et puis à la femelle, pardon, oui, c'était à la femelle. Puis ils ont regardé, ils ont analysé les réactions de cette femelle séparée de son partenaire pour voir un peu comment elle réagissait en l'absence de son amoureux. Et ce qu'ils ont montré, c'est que, alors qu'auparavant, elle était plutôt optimiste, eh bien, elle devenait complètement pessimiste. Alors, ils ont montré ça en utilisant un test un peu savant qui s'appelle le test du biais de jugement. Mais je trouve l'expérience assez formidable où finalement, cette petite femelle, et même quand on remplace d'ailleurs le mâle par un autre mâle, peut-être jeune et vigoureux, eh bien, elle n'y trouve pas son compte et elle continue à avoir la vie en noir. Donc en plus, elle est fidèle, elle est amoureuse et elle fidèle. Est fidèle. Et alors, oui. ça se passe comment un test comme ça ? Parce que alors en fait, on présente des petites boîtes d'abord. Alors, je vous le simplifie, mais oui, par exemple des boîtes, une boîte noire avec une récompense alimentaire et une boîte blanche dans laquelle il n'y a pas de récompense. Ça, c'est quand le couple est formé et que tout va bien. Et donc très vite, les deux poissons vont apprendre à soulever le couvercle de la petite boîte parce qu'ils vont savoir que la boîte noire permet d'avoir accès à un petit verre et c'est super. La boîte blanche permet rien du tout et donc on s'y désintéresse. Et puis le jour où ils ont enlevé le mâle, eh bien, on va présenter cette fois-ci ce qu'on appelle un stimulus ambigu. C'est une petite boîte grise qui donc n'est ni blanche ni noire, qui est au milieu. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les femelles qui n'étaient pas séparées de leur partenaire amoureux, eh bien, allaient spontanément, par curiosité, aller soulever cette boîte grise pour voir ce qui s'y trouvait. Tandis que celles qui avaient été séparées, qui étaient dans un état plutôt de détresse, ne s'y intéressaient pas du tout. Donc rien ne les intéressait, elles n'avaient pas cette curiosité qu'on peut avoir quand on voit la vie de manière optimiste. Ouais, donc ce qui montre aussi, là, des travaux l'ont prouvé, que la déprime, la dépression, même la folie d'ailleurs, existe aussi chez les animaux. Alors pour continuer sur l'amour, la sexualité, qui est un sujet qu'on aime beaucoup, nous les humains, qui est un sujet qui en général met tout le monde en transe, chez les animaux, c'est quand même un grand lupanar, hein, c'est incroyable. Oui, alors bon, Sapiens, on est quand même des maîtres en la matière, il faut le rappeler, même si notre sexualité est beaucoup cachée, on voit le succès des films pornographiques à travers le monde, quand on se projette dans le temps, à l'époque romaine, et qu'on regarde un peu les peintures murales, on se rend compte que finalement la sexualité était omniprésente à cette époque aussi. On a un rapport finalement très prude aujourd'hui à notre propre sexualité. Et comme on a une vision très utilitariste, très mécaniste, qui, même chez les plus ouverts d'entre nous, est finalement interne un peu à notre éducation, à la manière dont on nous a appris à penser, eh bien, beaucoup de gens pensent encore que ce qui anime les animaux dans le passage à l'acte sexuel, c'est l'instinct reproducteur. Mais pas du tout. En fait, ce qui les anime, c'est la recherche du plaisir, avant tout comme l'homme. Et ça explique beaucoup de comportements sexuels qui sont observés, notamment des comportements homosexuels. Le fait que les animaux ont recours à la masturbation au même titre que l'homme, au plaisir solitaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est
très très fréquent dans le règne animal, et que finalement, tout ce qui passe par là, des fois, est bon à prendre. Et puis, il y a des animaux qui sont plus portés sur la chose que d'autres. Je pense aux dauphins, je pense aux bonobos, et qui finalement vont se livrer aux actes sexuels quasi quotidiennement. Et ce qu'ils recherchent, encore une fois, c'est le plaisir. D'ailleurs, pour les femelles, là aussi, on a une idée un peu préconçue. Seuls les mâles pourraient ressentir du plaisir et les femelles subiraient un peu comme ça les assauts des mâles, mais là encore, pas du tout. Il y a des périodes de la reproduction où les femelles sont dites proceptives, c'est-à-dire que c'est elles qui vont rechercher à s'accoupler avec le mâle, et elles vont souvent y